لترشيح العماد ميشيل عون. المعارضة السورية هي اللي تحدد من يمثلها. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres. Reprise du procès de Michel Smeha sous fond de mobilisation des proches des détenus islamistes. Le 14 mars appelle à une manifestation samedi. Les réactions se poursuivent après l'annonce du soutien de Jaha Aoun pour la présidentielle. Le bloc du PSP maintient la candidature d'Henri Elou, une position qu'a tenu à saluer le chef des forces libanaises. François Hollande appelle Riyad et Téhéran à s'investir pour combler le vide politique au Liban. À Paris, le président français annonce une intensification des frappes contre Daesh en Irak et en Syrie. On ouvre ce journal avec le procès de Michel Smeha qui a repris aujourd'hui. Les audiences ont été reportées au 4 février par la Cour de cassation militaire. L'ancien ministre vient d'être libéré sous caution après avoir purgé une première peine de 4 ans et demi de prison. Il a été reconnu coupable de transport d'explosifs en vue de perpétrer des attentats au Liban en 2012. Mais son procès n'est pas terminé. La justice tente désormais de savoir s'il a intentionnellement cherché à assassiner des personnalités politiques et religieuses. Mais beaucoup dénoncent le manque de transparence de la justice sur cette affaire, notamment le 14 mars qui appelle à un rassemblement samedi. Antoine Sfer, vous êtes spécialiste en relations internationales. Merci d'être avec nous. Le 14 mars accuse le tribunal militaire d'avoir fait preuve de partialité dans le procès de Michel Smeha. D'un point de vue juridique, peut-on dire que ce procès s'est déroulé dans le respect du droit? Actuellement, il y a des dispositions concernant le tribunal militaire et son fonctionnement, son méthode de travail et les procédures spéciales sous l'égide de ce genre de tribunal. En effet, le tribunal militaire a dû prendre la décision suivant son pouvoir discrétionnaire, ce que l'affaire est qualifiée comme délit et pas comme crime majeur, c'est-à-dire concernant le transport d'explosifs et pas concernant le terrorisme. Alors ici, il y a un problème de qualification que la Cour de cassation militaire a reconfiguré ou remodifié lors de son dispositif définitif qui va avoir lieu à un moment donné, je crois 1 ou 2 ou 3 mois, suivant les procédures adoptées, suivant les sessions ou les séances qui vont avoir lieu d'ici quelques temps et qui commencent aujourd'hui. Alors, on qualifie cette affaire d'affaire d'opinion publique, vu qu'il y a un problème concernant la sécurité de l'État et concernant la sécurité des Libanais résidant au Liban. Alors, le ministre de la Justice a signé lundi un décret demandant le transfert de l'affaire à la Cour de justice. Cette démarche a-t-elle des chances d'aboutir ? Effectivement, la demande de son Excellence, le ministre de la Justice, pourrait avoir lieu, mais après l'approbation du Conseil des ministres. C'est-à-dire, si le Conseil des ministres prendra une décision concernant le transfert de ce dossier à la Cour de justice, alors toute la procédure et toutes les séances qui vont avoir lieu auprès de la Cour de cassation militaire seront transférées avec tout le dossier devant la Cour de justice qui est la Cour suprême au Liban. Mais le problème du droit dans ce sens, c'est que les dispositions de la loi donnent exclusivement au Conseil des ministres le droit de transférer un dossier auprès de cette Cour spéciale. Alors c'est une question qui revient au Conseil des ministres. Sinon, les procédures vont continuer devant la Cour de cassation militaire et qui va prendre la décision finale concernant l'affaire Smeha. Alors une dernière question, Antoine Sfer. Dans quelle mesure les enjeux politiques sont-ils en train d'interférer dans le cours de la justice? Effectivement, au Liban, comme c'est bien connu, la politique n'est pas très loin du travail juridique, du travail judiciaire, vu que nous sommes dans un État qui vit un problème de crédibilité, un problème de transparence, un problème de corruption à tout niveau, dont la classe politique interfère même dans les affaires de la justice. Ça c'est connu depuis quelques années. Actuellement, ce dossier est un dossier revêtu de caractère public, si vous voulez, ou d'opinion publique, mais en fin de compte, la Cour de cassation militaire doit prendre la décision appropriée, suivant les dispositions de la loi en vigueur, et infliger la peine voulue et
appropriée à Michel Smeha afin de clôturer ce dossier. Pour la sécurité du Liban et pour la sécurité de tous les Libanais et pour que l'état de droit soit sauvegardé dans ce sens. Merci beaucoup Antoine Sfer, spécialiste des relations internationales. Merci à vous. Après l'annonce de la libération sous caution de Michel Smeha, les proches des islamistes détenus à la prison de Roumieh ne décolèrent pas. Ils se sont rassemblés ce matin devant la Cour de cassation militaire. Ils réclament une égalité de traitement de leurs proches incarcérés, une égalité de traitement avec l'ancien ministre de leurs proches incarcérés. La plupart des prisonniers sont entre les verrous depuis 2007. Des dizaines attendent toujours que se tienne leur procès. On passe maintenant à la bataille pour la présidentielle. Samir Jaja dit saluer la position du bloc démocratique après que Walid Jumblat a annoncé le maintien de son candidat, Henri Elou. La candidature de Michel Aoun remplit tous les critères décidés lors du dialogue national, mais ceci n'efface pas le rôle des modérés dans la vie politique, a déclaré le chef du PSP. Et chez les Kataeb, on fait durer le suspense. Les différents partis politiques ont besoin de temps pour examiner la candidature de Michel Aoun, déclare le député Kataeb Eli Marouni. Selon lui, le parti veut évaluer les chances du général à accéder à la présidence de la République. Le parti prendra prochainement position sur l'annonce de Samir Jaja de son soutien au général, précise le député. Mais jusqu'à nouvel ordre, Amin Gemayel reste le candidat favori des Kataeb, a encore affirmé Eli Marouni qui s'est exprimé ce matin à Zarlé. Slimane Frangi est quant à lui le candidat proposé par le courant du futur, dément toute visite prochaine au Vatican. Et de son côté, le patriarche maronite a également indiqué qu'aucun entretien au Saint-Siège n'est prévu avec le chef des Maradas. Chararahi, lui, par contre, a bien pris l'avion pour Rome aujourd'hui. Avant de s'envoler pour l'Italie, le patriarche a souhaité que l'élection d'un chef d'État soit, je cite, fabriquée au Liban. Les forces politiques doivent prendre leurs responsabilités et élire un président accepté par les forces régionales et internationales, a-t-il souligné. Qualifiant la proposition de Jaja de belle initiative, il a indiqué qu'il allait soulever la question de l'élection présidentielle avec les responsables du Saint-Siège. Du neuf à présent, du côté du ministère de la Santé, Wael Aboufaour a inauguré aujourd'hui un nouveau centre à Bir Hassan, vous le voyez sur ces images. Ce bâtiment vient remplacer celui du Musée national. Dans son allocution, le ministre de la Santé a souhaité que toutes les institutions libanaises voient leur structure modernisée. À l'étranger à présent, le président français François Hollande a appelé ce jeudi l'Arabie Saoudite et l'Iran à contribuer à l'élaboration d'une solution pour combler le vide politique au Liban. Il s'exprimait lors d'une cérémonie des vœux adressée au corps diplomatique. On l'écoute. J'insisterai pour que, au Liban, puisse être mis un terme à cette vacance institutionnelle qui est infiniment regrettable et qui peut se révéler à terme dangereuse. Vous savez, les liens qui unissent la France au Liban. Là encore, nous aurons besoin de tous les pays de la région, Arabie Saoudite, Iran et d'autres, pour que nous puissions assurer ensemble la paix, l'unité et l'intégrité de ce pays ami. Le président français a également annoncé une intensification des frappes contre Daesh en Irak et en Syrie. La coalition s'est félicitée récemment des succès militaires remportés contre l'EI et compte accélérer le rythme. Et Paris y prendra toute sa part. Cécile Galuccio nous en dit plus. Monsieur le Président de la République. La France assume, la France prend ses responsabilités, la France est prête à jouer son rôle. Devant un parterre de diplomates, François Hollande se pose plus que jamais en chef de guerre et annonce la stratégie de la coalition contre l'organisation de l'État islamique. Le rythme des interventions sera accéléré et la France y prend toute sa part. Le pilotage des actions sera également renforcé. L'objectif est clairement affiché, libérer les centres de commandement de l'organisation djihadiste, à savoir Raqqa en Syrie et Mossoul en Irak, et apporter un soutien aux forces arabes et kurdes. Pour le président français, 2016 doit être l'année de la lutte contre le terrorisme, plus qu'en 2015. Les djihadistes doivent reculer sur le terrain. De jour en jour, et grâce à nos actions communes, cette armée terroriste s'affaiblit en perdant du terrain, des ressources et des hommes. Mais elle s'en prend encore avec plus de barbarie aux populations civiles et fomente des attentats. Des attentats qui aujourd'hui sont également perpétrés en Europe. Et là encore, François Hollande se montre ferme. Contrôle systématique aux frontières extérieures, moyens nécessaires
dans chaque État la lutte contre la fraude documentaire, mise en œuvre du PNR pour les déplacements aériens. Prochaine réunion de la coalition le mois prochain à Bruxelles. Avant, des négociations doivent s'ouvrir en principe à Genève entre le régime syrien et une partie de l'opposition. Des pourparlers qui ne sont toujours pas confirmés. Une enquête britannique met en cause Poutine dans l'assassinat d'un ex-agent du KGB. Restez des nôtres, on se retrouve après la pause. Nouvelle attaque cette nuit du groupe État islamique contre des installations pétrolières dans le nord de la Libye. Le réservoir a pris feu et a explosé. Les combats ont repris à l'aube dans la région de Ras Lanouf. Le groupe djihadiste tente depuis plusieurs semaines une percée vers l'est du pays. Objectif, atteindre la zone du croissant pétrolier où sont situés les principaux terminaux libyens. La Libye dispose des réserves pétrolières les plus importantes d'Afrique, estimées à 48 milliards de barils. Alexandre Litvinenko, ex-agent du KGB, mort en novembre 2006 à Londres, a été empoisonné au polonium 210 dans une opération des services secrets russes. Une opération probablement approuvée par Vladimir Poutine en personne. C'est en tout cas les conclusions de l'enquête britannique rendue publique ce jeudi. Ce rapport aux allures de bombe diplomatique est déjà très commenté au Royaume-Uni et en Russie. Olivier Boulinck. Andrei Lugovoy et Dimitri Kovtun, bel et bien soupçonnés d'avoir empoisonné Alexandre Litvinenko. La piste de l'assassinat politique est désormais privilégiée. C'est ce qu'a déclaré le juge en charge de l'enquête. Il n'y a pas d'éléments qui nous permettent de penser que M. Lugovoy ou M. Kovtun aient eu une raison personnelle de tuer M. Litvinenko. J'en ai donc conclu qu'ils l'ont empoisonné sur ordre du FSB, le service fédéral de sécurité de la Fédération russe. Autre conclusion formulée par le magistrat, Vladimir Poutine et Nicolas Patrouchev, le chef du FSB de l'époque, ont probablement approuvé le meurtre. Un assassinat par empoisonnement commis à l'hôtel Millennium de Londres. L'enquête révèle que les deux suspects, un businessman et un ancien des services russes, auraient versé du polonium, une substance radioactive, dans le thé d'Alexandre Litvinenko. La scène se déroule le 1er novembre 2006, date qui marque le début d'une longue agonie. L'homme meurt 3 semaines plus tard. Sa veuve demande au gouvernement britannique de réagir. Je demande à David Cameron d'exclure immédiatement du Royaume-Uni tous les agents des services de renseignement russes du FSB qui ont tué mon mari. Je demande aussi des sanctions économiques ciblées et des interdictions de voyager contre M. Patrouchev et M. Poutine. Cette affaire pourrait sérieusement compliquer les relations entre Londres et Moscou. Le pouvoir russe a déjà fait savoir qu'il ne se sentait pas concerné par l'enquête menée au Royaume-Uni. La frontière gréco-macédonienne est fermée aux migrants depuis mardi. Plus de 600 personnes attendent de pouvoir passer. Côté grec, le camp Vidomeni, situé à la frontière, a été rouvert exceptionnellement pour permettre aux réfugiés de dormir sur place dans de meilleures conditions, alors que la température extérieure a encore atteint moins 10 degrés la nuit dernière. Noémie Roche. Au beau milieu de la nuit, un canot bondé a réussi à gagner les côtes grecques. À son bord, des dizaines de personnes venues d'Afghanistan. Heureuses d'arriver en vie, mais pas encore au bout de leur peine. Dans le froid, il faut encore escalader. Une fois en haut, c'est le soulagement. L'urgence maintenant, se réchauffer. Pris en charge par des volontaires, les migrants sont conduits dans un centre où des vêtements d'hiver leur sont distribués. Un répit de courte durée, car leur périple est loin d'être terminé. Beaucoup ont l'intention de rejoindre l'Europe du Nord. Mais sur la route des Balkans, un nouvel obstacle vient de s'ajouter. La Macédoine a décidé de fermer provisoirement sa frontière avec la Grèce. Résultat, près de 600 migrants sont bloqués côté grec, dans un froid polaire. Ce camp situé à la frontière a donc rouvert. Il avait été évacué début décembre à la suite de tensions. Depuis, les migrants attendaient, sans aucune infrastructure pour les abriter. Une situation que dénonçaient les ONG. Cette fois, le camp devrait rester ouvert aussi longtemps que nécessaire.
Edmonde Charleroux s'est éteinte hier à Marseille, en France. Elle était âgée de 95 ans. Résistante, journaliste et romancière, Edmonde Charleroux était ce qu'on appelle une figure de l'histoire culturelle française. Et tout d'abord, une femme de courage. La veuve de l'ancien ministre de l'Intérieur français, Gaston Defferre, était connue pour avoir voulu imposer la première femme noire en couverture du magazine de mode Vogue dans les années 1960. Edmonde Charleroux avait reçu le prix Goncourt en 1966 pour son premier livre, Oubliez Palerme. Une institution dont elle a par la suite été la présidente. Je vous propose ce court extrait d'archives. Nous sommes là pour travailler, pour donner le goût du français, pour vous donner, si c'est possible, l'amour du français. Le système solaire aurait-il finalement 9 planètes depuis la déchéance de Pluton en 2006? Notre galaxie n'en comptait plus que 8, mais une équipe d'astronomes américains a découvert un objet sobrement baptisé 9e planète. D'une masse 10 fois supérieure environ à celle de la Terre, elle se trouve sur une orbite 20 fois plus éloignée que celle de Neptune, qui était jusqu'ici la plus lointaine du système solaire. Une orbite elliptique complète autour du Soleil qui prendrait entre 10 et 20 000 ans. L'existence de cette 9e planète permettrait d'expliquer l'évolution mystérieuse d'objets dans cette zone éloignée du Soleil restée largement inexplorée. C'est ainsi que se termine notre édition. Tout de suite, le rappel des titres. Reprise du procès de Michel Smeha sous fond de mobilisation des proches des détenus islamistes le 14 mars. Appel à une manifestation samedi. Les réactions se poursuivent après l'annonce du soutien de Jaja Aoun pour la présidentielle. Le bloc du PSP maintient la candidature d'Henri Elou, une position qu'a tenu à saluer le chef des forces libanaises. François Hollande appelle Riyad et Téhéran à s'investir pour combler le vide politique au Liban. À Paris, le président français annonce une intensification des frappes contre Daesh en Irak et en Syrie. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. لترشيح عماد ميشيل عون. المعارضة السورية هي اللي تحدد من يمثلها.